Boris Cyrulnik, tu es neuropsychiatre, éthologue. Tu as exercé à Paris, à Digne, puis à l'hôpital de Toulon. Tu es directeur d'enseignement à l'université de Toulon. Et tu enseignes l'éthologie clinique dans plusieurs universités françaises et étrangères. Tes ouvrages sont largement diffusés et te conduisent à parcourir de nombreux pays où tu fais connaître tes travaux sur la résilience. Alors, ce thème de la résilience qui traverse toute ta carrière et ta propre trajectoire, tu l'as récemment confirmé dans sa dimension internationale en organisant le tout premier congrès mondial sur la résilience qui va se dérouler en juin de cette année à Paris, où chercheurs et praticiens auront l'occasion de participer à de riches échanges, on n'en doute pas. Tu nous fais aussi l'honneur d'intervenir lors de notre prochain congrès, l'Art de la rencontre, à Nancy en septembre 2012, sur le thème éthologie de la rencontre. C'est vrai que tu as l'art, Boris, de la rencontre, en cultivant un sens du partage peu commun, ce qui nous amène alors à te poser une première question, justement sur la rencontre. Quelle serait ta définition de la rencontre en clinique ? Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, définir une rencontre réussie entre un patient et un thérapeute ? Pour parler de rencontre, il faut qu'il y ait un front à front. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a des rencontres de boxe. Il faut qu'il y ait un affrontement, sinon c'est un croisement. Un patient ne peut pas rencontrer n'importe qui, ni n'importe quel psychothérapeute. Il y en a une dont la structure va permettre la rencontre avec l'autre structure. Et là, il y aura une vraie rencontre. Sinon, il va y avoir des croisements, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas d'intersubjectivité. Ce qui veut dire que pour rencontrer un objet, il faut que cet objet soit signifiant pour nous. C'est-à-dire que notre histoire et notre développement, ce qui n'est pas la même chose, nous est rendu sensibles et avides de cet objet. C'est-à-dire que cet objet, psychothérapeute, psychiatre, psychologue, doit porter sur lui les signaux qui vont toucher le patient. Et là, on aura une rencontre. C'est pour ça que certaines psychothérapies se passent étonnamment facilement. On travaille, on élabore, parce que probablement il y a eu une rencontre. Alors que d'autres psychothérapies sont laborieuses, on fait des efforts et le résultat n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances parce que probablement on se rencontre pas très bien. Mais alors la rencontre en clinique, est-ce qu'elle procède plutôt d'un art ou plutôt d'une technique ? Alors, je pense qu'une fois que la rencontre est faite, l'élaboration se fait dans l'art. Mais l'art, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut être sensible à ce qu'exprime l'autre, pas forcément à ce qu'il dit, mais il peut le prédire. Ou alors j'ai un vilain jeu de mots que j'aime beaucoup, c'est que je dis que dans une psychothérapie ou dans une rencontre, tout ce qui n'est pas dit peut toujours être paradis. C'est-à-dire qu'à l'occasion des gestes, la mimique, la rhétorique, les affrontements, les silences, participent à la structure de ce qui est dit. À ce moment-là, on se rend compte que ce n'est pas tellement la technique. La technique, ça donne un cadre pour le psychothérapeute, ça le sécurise. Et ça donne une cohérence pour le patient. Donc ça joue par l'impression que ça fait. C'est-à-dire que c'est un objet sensoriel, il a une manière de parler, elle a une manière d'intervenir, qui me sécurise, que je comprends. Parce que je ne le sais pas, moi patient, mais il a dans son esprit une représentation. Et la technique permet de donner une cohérence. C'est-à-dire que sans théorie cohérente, moi patient, je dis, mais elle part dans tous les sens, qu'est-ce que c'est ? Elle me dit cette question, elle dit une autre question, je ne comprends pas où elle veut en venir. Alors que la technique donne cohérence aux interventions. Mais je ne crois pas que ce soit la technique qui marche. La technique marche parce qu'elle donne cohérence aux interventions. Ce qui marche, c'est la rencontre. Est-ce qu'il y a des rencontres avec vos patients qui vous ont changé en tant que médecin ? Pratiquement, je pense qu'on ne peut pas parler de rencontre sans parler de changement. C'est-à-dire que
dès l'instant où, moi, psychothérapeute, je passe mon temps à baigner dans les problèmes de mes patients, d'où la nécessité d'inviter un spécialiste, un psychologue spécialiste des dépressions, d'épuisement professionnel, du burn-out, Truchot, parce que notre profession paye cher cette manière de se laisser dérouter constamment par les gens qu'on rencontre. On les rencontre vraiment. Et quand on entre dans leur monde, on ne rentre pas chez nous indemne. On rentre souvent chez soi entamé. J'ai été neurologue et psychothérapeute. Quand je rentrais d'un travail de neurologie, j'avais fait mon travail de neurologue. C'est-à-dire c'est l'autre qui avait un cancer, c'est l'autre qui avait une maladie de Charcot. Quand j'étais psychothérapeute, ce que disait, ce qu'était l'autre me touchait et m'embarquait dans sa souffrance ou dans ses problèmes. Donc quand je rentrais chez moi, je rentrais avec sa souffrance et ses problèmes dans ma mémoire. Et je ne rentrais pas toujours indemne. Alors, pour la résilience, il en va de même. Il y a des variations interculturelles que tu as pu, toi, observer, constater dans ces situations extrêmes que je citais, les guerres, les conflits, la grande précarité. Alors il y a un programme commun, on est tous des êtres humains, donc il y a un programme commun, mais il y a des variations interculturelles et interindividuelles. Alors le programme commun, c'est quand on a été blessé, quelle que soit la culture, on est blessé de la même manière, on est hébété, on souffre physiquement, mentalement, on est humain, on souffre de la même manière. Mais la reprise du développement qui définit la résilience dépend beaucoup des familles et des cultures. Alors, il y a des familles, il y a des cultures, par exemple, quand j'ai travaillé avec l'UNICEF au Congo, les parents n'étaient pas là. Ce qui, dans une culture occidentale, correspondrait à un abandon. Dans une culture congolaise, les enfants sont toujours entourés. Il y a toujours une grande fille de 13 ans, un vieux de 14 ans, qui sont des sortes de moniteurs. Les enfants sont toujours entourés. Et ce qui fait le lien, c'est souvent la musique. Alors nous, occidentaux, qu'est-ce que c'est que cette musique? Ils savent que jouer au football et faire de la musique. Contresens total. Quand on fait de la musique, on tient le groupe d'enfants autour de soi. Et ensuite, une fois que le lien, l'amorce de l'attachement, le premier nœud du lien est amorcé, ensuite on peut parler, on est autorisé à lui demander quel est ton nom, comment va ta famille, mais on ne peut le faire qu'après. Donc tout ça c'est parfaitement codé, simplement il faut apprendre à décoder pour ne pas faire de contresens. Et finalement, quelles que soient les cultures, la résilience, est-ce que c'est pas d'abord une affaire de rencontre? C'est inévitablement une affaire de rencontre. Rencontre entre personnes, entre un blessé et sa famille, ou ceux qui restent de sa famille, entre un blessé, son groupe, un blessé et sa culture. C'est inévitablement affaire de rencontre, puisque ça consiste à tisser un lien. Pour tisser un lien, il faut qu'il y ait un autre. De toute façon, les Brésiliens sont très forts dans deux domaines de la résilience, ce qu'ils appellent brain resilience, la résilience du cerveau, et que nous on appelle la résilience neuronale. Donc il faudra discuter un petit peu parce que on ne donne pas au même mot n'a pas tout à fait la même définition. Si on parle de résilience neuronale, on ne parlera pas de résilience du cerveau, parce que si on parle de résilience du cerveau, ça intègre les accidents vasculaires cérébraux, ça intègre la médecine, ce que nous, en France, on ne fait pas, en Italie, en Espagne, on ne fait pas. Donc, qui a raison? Il faudra se rencontrer et argumenter pour savoir qui a raison. Est-ce qu'on est en droit de dénommer résilience un processus de récupération neurologique après un accident vasculaire cérébral? Alors de plus, la biologie de la résilience dit clairement depuis, même avant que le mot soit prononcé, Anna Freud et René Spitz avaient été parmi les premiers, même Bowlby avant-guerre avait été parmi les premiers à dire qu'un enfant seul n'a aucune chance de développement. Pour me développer, j'ai besoin d'un autre, même s'il n'y a pas de trauma. Un bébé ne peut pas se développer tout seul, même s'il est parfaitement sain. Il a besoin d'un autre pour se développer. Donc, dès le niveau biologique, et maintenant avec le développement des neurosciences, on a les photographies de ce que donne la privation d'un autre. La privation d'un autre donne des altérations cérébrales, qu'on peut rattraper à condition de donner un substitut. Donc la rencontre est inévitable dans la résilience. Et
une question qui est complémentaire ou qui vient en écho de celle-ci. C'est dans ta trajectoire professionnelle en tant que psychiatre, quelles rencontres t'ont amené à t'intéresser à la résilience plus particulièrement? Alors, je pense que c'est d'abord, il y a Lebovici a joué un rôle important, Michel Soulet, les psychanalystes ont joué un rôle important. C'est-à-dire que la psychanalyse dans les années d'après-guerre, puisque je suis un paléopsychiatre, je suis un archéopsychiatre, dans les années d'après-guerre, la psychanalyse a été une noblesse. C'est-à-dire que c'était l'époque où on nous apprenait les théories de la dégénérescence. Si quelqu'un déprimait, c'est qu'il était neurasthénique, qu'il n'avait pas la force. Si quelqu'un délirait, c'est que son cerveau était mal formé. Si quelqu'un avait des troubles du comportement, c'est qu'il était de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'on a appris, j'ai eu mes diplômes en récitant ça. Quand je vous parlais de psittacisme tout à l'heure, c'est bien la preuve. Ces idées-là, les nazis ont perdu la guerre, mais les idées nazies ne sont pas encore tout effacées. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens parmi nous qui pensent qu'il y a une hiérarchie du vivant et qu'il y a des gens de meilleure qualité que d'autres. Si vous délirez, c'est la preuve que vous êtes de mauvaise qualité. Si vous déprimez, c'est la preuve que vous êtes de mauvaise qualité. Donc on va vous enfermer dans un coin ou on va vous mettre là pour que vous nous fichiez la paix et que nous, les êtres humains de bonne qualité, on puisse faire une belle société. Raisonnement nazi. Alors, bon, je ne dis pas que mes maîtres étaient des nazis, mais je dis que dans les livres, il y avait ces idées-là que j'ai récitées. La psychanalyse, dans le contexte d'après-guerre, ne tenait pas du tout ce discours. Elle disait au contraire, il n'y avait pas beaucoup de psychanalystes après-guerre. En France, il y en avait une vingtaine. J'en ai rencontré quelques-uns, que j'ai admirés. Il y avait Génie Aubry, qui était une grande dame, scientifique et psychanalyste, et qui allait à Londres suivre des cours d'éthologie animale à la Tavistock Clinic chez John Bowlby. Il y a eu Myriam David, qui n'a pas été universitaire, mais qui était aussi une grande dame, Geneviève Appel, qui est encore de ce monde, et qui elle aussi allait à Londres suivre des cours d'éthologie animale alors qu'ils étaient psychanalystes. Et Lebovici, Soulet, m'ont encouragé en disant ces gens délirent, ces gens sont malheureux, non pas parce qu'ils sont d'une qualité inférieure, mais parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans leur histoire. Et ça, c'est une position totalement qui était révolutionnaire, qui était respectueuse des patients et qui était révolutionnaire. Il y a quelque chose à comprendre. Pour les jeunes, vous venez d'arriver au monde, alors ça vous paraît banal, mais dans les années 50-60, c'était une révolution. C'était total. Qu'est-ce que je raconte? Et Lebovici, qui m'a beaucoup aidé, a été un des premiers, avec Michel Soulet, avec qui j'ai fait l'intelligence préverbale. On a beaucoup travaillé sur l'apport de l'éthologie animale. Je fais partie d'une génération où des gens que j'ai admirés nous disaient, tant qu'un bébé ne parle pas, il ne peut rien comprendre. Pour une jeune mère aujourd'hui, et même pour un père, c'est fou. On a appris ça. Je ne dis pas que la parole ne sert pas à comprendre. Elle sert à comprendre, elle sert aussi à aveugler. C'est-à-dire que c'est vraiment Ésope. Ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend. L'outil verbal dépend de la manière dont on s'en sert. Or, grâce à ces psychanalystes-là, j'ai éprouvé un sentiment de noblesse. On va chercher à comprendre ce qui se passe chez ces gens. J'avais un peu honte de ces théories de la dégénérescence. Je les ai apprises pour être reçu à mes examens, mais j'avais un peu honte. Et la psychanalyse m'a apporté un changement de regard qui a été le premier pas vers la résilience. La rencontre que vous aimeriez faire? Alors je suis un homme facile. J'aime beaucoup les rencontres. C'est-à-dire que... Alors qui est-ce que j'aimerais particulièrement? Je
je pense que comme on le disait tout à l'heure, toutes les rencontres sont enrichissantes, même parfois les douloureuses. Alors, quand j'étais adolescent, j'aurais aimé rencontrer Marilyn Monroe. mais, parce que elle m'aurait sûrement apporté des choses, hein. Il y a Schneider, un psychanalyste, qui a écrit de très belles biographies de Marilyn Monroe, carence affective. Alors elle, comme exemple de non-résilience, personne ne l'a aidé, tout le monde l'a exploité. Le seul qui aurait pu l'aider, c'était le moins intellectuel de tous ceux qui l'ont entouré, c'était le baseballeur, champion de baseball, c'était un rustique, et c'est le seul qui aurait pu l'aider. D'ailleurs, avant de se suicider, elle lui a téléphoné, et il n'a pas répondu, il n'était pas là. Peut-être, on peut imaginer que s'il avait été là, lui aurait pu la comprendre, peut-être l'aider. Mais alors voilà, moi j'aurais aimé, moi je l'aurais aidé, bien sûr, moi je l'aurais sauvé. Ce que tu détestes par-dessus tout, Boris. Alors il y a des... Les dogmes, on a compris. Oui, alors voilà, les certitudes me crispent, et je pense que moins on a de connaissances, plus on a de certitudes. Et les certitudes me crispent, et quand quelqu'un est trop dogmatique et a trop de certitudes, j'ai envie de ferrailler avec lui, j'ai envie de chercher, même de manière pas toujours décontractée, mais j'ai envie de mettre le doute dans son esprit. Je suis rassuré par les gens qui doutent, parce que les gens qui doutent sont des gens qui vont chercher à rencontrer, qui vont lire, qui vont se remettre en question, et eux vont savoir évoluer. Alors que les gens qui ont des certitudes sont des gens qui nous encouragent à la stéréotypie, c'est-à-dire à la fin de la vie psychique, à la répétition, comme disent les psychanalystes. Votre mot préféré? Alors, moi, vous allez croire que je fais du racolage, mais je crois que rencontre, c'est un mot que j'aime beaucoup. Tu découvres que ce qui est au fond de toi est toujours y est mis par les autres. D'où la nécessité de la rencontre. C'est-à-dire que si j'écris mon autobiographie ne sera faite que de ce que vous y avez mis. C'est-à-dire que quand on travaille avec les enfants abandonnés, les moments d'isolement, il n'y a rien en mémoire. On ne peut mettre en mémoire que ce qui a été relationnel. Vos colères, vos amitiés, vos sourires, tout ce qui a fait la relation se met en mémoire. Je suis ce qu'on a été ensemble. Donc ça répond à la question sur la rencontre, la nécessité de la rencontre pour devenir un individu, une personne. Je ne peux devenir moi-même que si je rencontre. Oui, il y a une cristallisation qui se fait. Alors moi j'emploierais des mots plus biologiques que minéraux, c'est l'imprégnation. C'est-à-dire que, parce que l'imprégnation ça évolue, alors cristallisation ça ne bouge pas, alors que l'imprégnation, il y a un moment où j'attends un mot, j'attends une mimique, j'attends une rencontre, elle arrive, je suis ce que tu as mis en moi. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole aussi longtemps, merci. Merci Boris.